attention. Cet épisode est dédié au crime en série, il peut donc contenir des passages déconseillés aux âmes sensibles. Par ailleurs, l'humour présent dans cette vidéo n'a pas pour but de moquer, mais de dédramatiser l'ambiance. Là encore, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'humour noir, le visionnage est à éviter. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Nile, mais qu'est-ce que tu fous là? Doc? Rassure-moi, c'est pas toi qui as tué tous ces gens? Bah non, c'est un décor. Ah ouf. Pendant un instant, j'ai cru que je bossais pour un tueur en série psychopathe. T'es en train de penser que c'est l'occasion de faire un épisode sur les tueurs en série, c'est ça? Tu commences à bien me connaître, faut croire. Super, une vidéo bien cradingue sur les abysses de l'âme humaine. J'attendais que ça. Du coup, je te retrouve en salle d'études? Dans 5 minutes. C'est pas passé loin cette fois. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis. Je vous l'avais promis, on a fait un épisode sur la folie et il est désormais temps de s'attaquer à la part la plus sombre des maladies mentales, les fameux tueurs en série. Les psychopathes en gros. C'est bizarre, j'ai toujours cru qu'on disait sociopathe. On fait pas la même chose, hein. Les psychopathes font des tueurs et pas les fauviopathes. Comme d'hab, l'affirmation de Jean Purin est complètement bidon. Eh merde. Alors je tiens d'abord à rappeler que je suis pas psychiatre, et que cette vidéo est le fruit de recherches personnelles, le tout assez résumé pour que ça dure moins d'1 heure. Et ça n'a pas été simple. La psychopathie et la sociopathie sont deux manifestations différentes d'un même problème mental. Le trouble de la personnalité antisociale, qu'on va appeler TPA pour pas s'emmerder. Ce trouble, c'est une difficulté ou une incapacité à accepter les normes de la société ou le droit d'autrui. Les personnes en souffrant ont une tendance à aller volontairement à l'encontre des règles, ou user de comportements répréhensibles, comme les actions agressives, la manipulation, et surtout à n'avoir aucun regret d'avoir mal agi. Et ça, c'est des psychopathes. Pas nécessairement. Si vous avez ce trouble, vous avez plus de risques de passer du mauvais côté de la loi. Mais ça veut pas dire que vous allez le faire. Le TPA peut simplement rendre indifférent aux lois et à la morale. Par exemple, le personnage principal de la série Sherlock se définit lui-même comme un sociopathe de très haut niveau. Parce que son pragmatisme est tellement élevé qu'il se contrefiche des lois ou de l'éthique. Par contre, son interprétation de la sociopathie est pas tout à fait exacte, mais bon. Un autre point très important du TPA, c'est la difficulté ou l'incapacité à éprouver de l'empathie. L'empathie, pour les deux du fond qui dorment, c'est la faculté d'un être vivant à ressentir et comprendre les émotions ou les sentiments d'autrui, ce dont la plupart des psychopathes et sociopathes semblent incapables. Ce qui les amène par conséquent à singer les expressions faciales pour mieux dissimuler le fait qu'ils n'éprouvent pas ce genre d'émotions spontanément. 君も知っての通り、殺人鬼に最も必要な素質は他人を物だと思えることだ。 Mais du coup, t'as pas répondu. C'est quoi la différence entre un psychopathe et un sociopathe? Eh ben, pour être franc, ces termes sont plutôt liés aux causes du développement du TPA. Ah bah justement, je me demandais, qu'est-ce qui peut le faire apparaître? Pas mal de choses, dont l'alcoolisme ou la dépendance à certaines drogues. Mais selon le psychologue Robert Hare ou le généticien comportementaliste David Lykken, on parlerait de psychopathe pour indiquer ceux dont le trouble s'explique par des facteurs biologiques ou génétiques. En gros, ils naissent comme ça. Tandis que le mot sociopathe sera réservé au TPA développé à cause de l'environnement social. Cependant, je tiens à le préciser tout de suite. Au cours de cette vidéo, je vais utiliser invariablement les termes psychopathe et sociopathe pour désigner les tueurs en série. Ce qui sera pas forcément exact, c'est juste pour éviter les répétitions. D'ailleurs, si jamais vous vous posez la question de la différence entre psychotique et psychopathe, je vous invite à visionner l'épisode sur la folie, dont le lien est en description. Ça vous apprendra des trucs, et moi ça m'évite de me répéter. Alors, je vous écoute. Un tueur en série, c'est quoi? Bah, quelqu'un qui tue plein de gens? Perdu. T'es une tueuse en série? Je ne suis pas une tueuse en série. Mais tu tues des gens, pas vrai? Oui. Ce qui fait de toi une tueuse. Et tu en as tué plusieurs. Ça fait une série. C'est plus compliqué que ça. Bah oui, c'est plus compliqué que ça. Parce que sinon, ça voudrait dire que un militaire en zone de guerre,
est un tueur en série. On est d'accord que ça colle pas. Il y a également le terme de tueur de masse, qui désigne les criminels qui vont commettre un grand nombre de meurtres, mais au sein d'un seul et unique événement. Par exemple, les carnages dans les écoles aux USA sont des tueries de masse. Ou encore nous avons le cas des tueurs à la chaîne, qui sont des individus qui vont éliminer toutes les personnes sur leur chemin, et ce dans un laps de temps très court, quelques minutes ou quelques heures. Et dans ces deux cas, ça concerne pas forcément des psychopathes. Ça peut impliquer des gens tout à fait normaux, qui ont pété un plomb suite à une trop grande frustration ou des traumatismes. Et les tueurs à gages, ça rentre dans quelle catégorie? Oula, c'est pas du tout la même chose. Tueur à gages, c'est un métier qui consiste à exécuter des personnes sur commande, des victimes qui ne sont pas choisies par le tueur. Maintenant, ça n'empêche pas de concilier les deux. Richard Kuklinski était un sociopathe qui a travaillé pour la mafia en tant que tueur à gages. Dans Talentless, Nana est aussi une sociopathe, mais elle assassine parce qu'on lui a demandé de le faire, ce qui la rend plus proche de la tueuse à gages que du serial killer. Enfin bref, concentrons-nous sur le sujet principal. On considère qu'on a affaire à un tueur en série à partir de 3 meurtres. La particularité du serial killer étant que ses crimes se répètent au fil du temps, selon des intervalles variables. Et ces meurtres, ils se déroulent suivant une procédure spécifique qu'on appelle le modus operandi. Ce qui veut dire? Je vais l'expliquer tout à l'heure. Pour l'instant, passons au point de vue historique. Tu vas pas me faire croire qu'on a des infos sur le tout premier psychopathe de l'humanité. Non, quand même pas. Et ce, pour une raison très simple. La définition même de serial killer, elle est super récente. Le terme tueur en série, il date des années 1970, période à laquelle on est parvenu à comprendre ce type d'homicide. Une société qui n'a pas l'expérience d'une telle notion a moins de chances de reconnaître le phénomène quand il survient, et donc tend à ignorer les liens existants entre les crimes d'un même individu. Bah ouais, c'est con mais c'est logique. Si vous savez pas ce qu'est un tueur en série, bah vous serez pas foutu d'en reconnaître un même si vous l'avez sous le nez. Et l'autre problème, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les infos. Par exemple, avez-vous déjà entendu parler de Liu Pengli? Considéré comme un des plus anciens serial killers, il fut un prince chinois de la dynastie Han, et se serait amusé à commettre des meurtres au 2e siècle avant notre ère. Et j'ai un souci avec ça. Parce que le gars était un bonhomme de pouvoir, et ses crimes tenaient plus du massacre sportif, si on peut dire, qu'il organisait avec une petite armée d'esclaves, au vu et au su de tout le monde. Pour moi, ça se rapproche plus du pillage ou du carnage à la chaîne que du meurtre en série. Passons à Locuste. Empoisonneuse du 1er siècle, certes, mais qui faisait plus office de tueuse à gages pour Néron que de serial killer. Ou encore les cas de Gilles Garnier, Peter Nears et Peter Stump. Sauf que sur les 3 Gugus, 2 ont avoué sous la torture. Ce qui valorise pas des masses leur confession. Et comme si ça ne suffisait pas, Garnier et Stump ont affirmé qu'ils se transformaient en loup-garou. Vous comprendrez que j'ai un peu de mal à y croire. Donc aucun tueur en série ne peut être considéré comme tel avant le XXe siècle. J'irai pas jusque là. Pour moi, le plus ancien serial killer qu'on connaisse serait Christman Genipertenga. Qui ça? Christman Genipertenga était un brigand de grand chemin exécuté en 1581. Non content d'avoir massacré plus de 900 personnes au cours de sa carrière, Ah ouais, quand même. il détaillait chacun de ses meurtres dans un carnet. D'où le fait qu'on est à peu près sûr de son modus operandi. Et pour Elisabeth Bathory, c'était forcément une tueuse en série, celle-là, tu vas pas nous dire le contraire. Eh ben en fait, y a des doutes. Alors certes, plus de 300 témoins ont été trouvés, ce qui est une sacrée performance, mais pas mal de points dérangent. Par exemple, on affirme que Bathory aurait assassiné plus de 650 personnes. Un nombre soi-disant annoté par la comtesse elle-même dans un carnet. Carnet dont personne ne verra jamais la couleur. Quant aux aveux des suivants de Bathory, ils ont été obtenus sous la torture avant qu'on les exécute. Comme si on aurait voulu éviter qu'ils reviennent sur leurs aveux. Selon l'historien Miklos Molnar, il est même possible que toute cette histoire aurait pu n'être qu'un coup monté pour s'emparer de la fortune et du pouvoir de Bathory. Putain, comment t'as cassé le mythe? Ah bah j'y peux rien, j'essaie d'être objectif. Et je sens que la question va venir, donc je réponds tout de suite. C'est pareil avec Jack l'Éventreur. Le meurtrier était-il un seul homme? Est-ce qu'il a vraiment existé? Ou est-ce que c'était juste un stratagème pour foutre tous tes crimes sur le dos d'un croque-mitaine? Et du côté de la fiction, il a aussi fallu attendre les années 70? Pour le coup, non. On peut considérer que le tout premier psychopathe de fiction est apparu dans les Contes de la Merlois en 1697. C'est-à-dire Barbe Bleue, un immonde bonhomme qui prend plaisir à massacrer les femmes qu'il a épousées. Chacun son passe-temps. Viendront ensuite d'autres comme l'antagoniste de Hills Dedis en 1939, même s'il sera précédé par le film M le Maudit sorti en 1931. D'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous parler de Coffin Joe, film de 1963 mettant en scène le premier tueur en série de fiction brésilien. Mais c'est effectivement à partir des années 70 que le nombre d'œuvres en lien avec les serial killers va tout bonnement exploser.
Et c'est encore plus impressionnant avec les années 80, 90, 2000, qui ont vu débarquer tout un panel de productions cultes diverses, telles que Le Guerrier solitaire de Mankel, L'âme du mal de Chatham, Seven, American Psycho ou Zodiac. Et pour ce qui est des séries et des jeux vidéo? Eh bien, ce qui semble être le premier jeu du genre était une adaptation, à savoir Massacre à la tronçonneuse sur Atari en 1983. Par contre, le premier jeu original a plutôt l'air d'être celui au titre imprononçable de Hokkaido Chain Murders Oktok Vanish. Comment ça, il a l'air? Bah parce que j'ai pas pu le tester, le truc étant introuvable en version au moins sous-titrée en français, donc je peux même pas garantir à 100% qu'il appartient au genre. Pour les séries, ça a été encore plus dur. Bon déjà, je précise que je ne parle que de séries dont le thème du serial killer est récurrent. Si c'est pour me dire « Ah mais dans Colombo, il y a un épisode où ils enquêtent sur un tueur en série !» Ouais, un épisode. C'est pas toute la série qui est basée dessus, donc ça m'intéresse pas. Donc les plus datés que je connaisse, ce seraient Esprit criminel et Killer Instinct, qui remontent à 2005. Et évidemment, avec le temps, on en a eu de plus en plus, sur tous les supports de médias. Surtout avec les fluffeurs. Non, pas trop, non. Ben comment ça? Arrête de faire tant des tueurs en série les plus iconiques du genre. Des sociopathes iconiques, je dis pas le contraire. Des tueurs en série, par contre, pas forcément. Je piffe pas. Le principe du slasher, c'est qu'un psychopathe va se lancer dans un carnage. Sauf qu'on a plus souvent affaire à un taré qui s'en prend à tous ceux qui croisent sa route. Ce qui en fait donc un tueur à la chaîne, pas un tueur en série. Maintenant, il y a des exceptions, la plus notable étant Freddy Krueger, qui lui a des cibles précises, en tout cas pour le film d'origine et son remake, et un modus operandi clairement défini. Attaquer sa cible pendant qu'elle dort, et la torturer physiquement et mentalement avant de l'achever. C'est super complexe en fait. Et encore, j'ai simplifié, parce que pour certains j'ai toujours des doutes. Ceci dit, il faut relever un détail. Dans les jeux vidéo, qui réclament une interaction et une implication du joueur, nous avons pu voir se développer le rôle d'un grand méchant en protagoniste. En gros, celui qui a l'intention de bousiller la tranquillité du week-end, c'est vous. Comme Carrion qui vous fait devenir un monstre dévoreur d'humains, ou Plague Inc. qui vous invite à exterminer l'ensemble de l'humanité. Maintenant, si le jeu nous a souvent permis d'interpréter des psychopathes sans aucun respect pour la vie, que ce soit des tueurs de masse ou à la chaîne, ben des softs qui nous font vraiment devenir des tueurs en série, en fin de compte, il y en a pas tant que ça. On en a eu quelques-uns, bien sûr, comme Yandere Simulator, où l'on campe une jeune fille tellement obsédée par son senpai que tous ceux qui l'approchent doivent crever en atroce souffrance, ce qui implique de rester prudent et de nettoyer toutes les traces de son crime. Masochisia, qui vous fait suivre les travers d'un garçon perturbé, et prochainement Serial Killer Life. Mais en dehors de ça, la plupart du temps, si tueur en série il y a, le jeu vidéo aura plus fréquemment tendance à faire du joueur un enquêteur à sa poursuite, ou une victime qui tente d'échapper à son bourreau. Bien! Maintenant que l'introduction longue et chiante est terminée, je propose qu'on s'attaque aux différents clichés. D'ailleurs, petite précision, comme pour l'épisode sur la folie, je vais m'attarder sur les stéréotypes qui concernent autant la fiction que la réalité. Et pour ça, je vais notamment m'appuyer sur l'étude des universités de Radford et Florida Gulf Coast sur les serial killers. Étude qui date de 2020, donc suffisamment récente, même si malgré quelques chiffres internationaux, elle se focalise quand même pas mal sur les États-Unis. En même temps, vu que les States ont eu à eux seuls près de 70% de tous les serial killers du monde, je pense que ça va pas poser problème. Même si l'étude de Radford m'a été très utile, je pense qu'il serait de bon ton d'en refaire une, cette fois centrée sur l'époque moderne. Gardez donc en tête que si je vous sortirai régulièrement des chiffres, ils resteront très globaux, parce que ça inclut des données remontant jusqu'à avant le XXe siècle, période où on connaissait pas très bien les serial killers. Donc comme le disait Bruce Dipensé, parfois les pourcentages sont une simple question de perception, et ne correspondent pas totalement à l'actualité. Néanmoins ça demeure un assez bon appui pour se représenter la réalité, même si c'est une réalité imparfaite. Sur ce, vous connaissez le principe. Vous allez me balancer tous les clichés qui vous viennent à l'esprit sur les psychopathes, et moi, je vais les analyser et si besoin, les débunker. Du genre que les serial killers sont constamment des hommes blancs hétéros. Ok, je note. C'est bien une remarque de FVW, ça. La JW, elle a toujours sa clé à molette pour te redécorer la dentition. Moi, je dirais que les tueurs en série ont toujours été des enfants maltraités. Et ce sont des génies du mal insaisissables. Ah ça, c'est clair que les policiers sont souvent nuls pour les attraper. Y a que les profilers qui réussissent à quelque chose. Même si on s'attendrait à ce que ce soit moins compliqué de choper des violeurs compulsifs, qui ne s'en prennent qu'à des femmes avec des gros couteaux pour compenser leur manque de... Moins vite, j'arrive pas à suivre. Ah bah c'est toi qui nous demandes un max d'idées, hein. Ah, je sais aussi, ce sont toujours des Américains. Enfin, des États-Unis. Ouais, enfin, là on vire vraiment dans le cliché ultra stéréotypé. Tu veux pas qu'on ajoute qu'il se balade avec une tenue bien sombre et un masque effrayant sur la gueule pendant qu'on y est? Ah ouais, c'est pas faux. Non, là je crois que c'était du sarcasme. Bon bah, j'ajoute aussi alors. Et je pense qu'on a globalement fait le tour. Je suppose que comme d'hab, tu vas commencer par l'apparence. D'ordinaire, oui. Mais là, juste pour te contredire, je vais dire non. Alors, c'est vrai. Selon les chiffres,
73% des serial killers ont été abusés en leur jeunesse, que ce soit physiquement, psychologiquement ou sexuellement. Et dans la fiction, c'est un élément souvent repris pour expliquer ce qui a poussé le grand méchant à s'orienter vers une voie aussi sombre et sanglante. Une famille abusive, un entourage violent, ou tout simplement des événements traumatisants. Daniel Barbosa et John Gacy étaient régulièrement humiliés et ridiculisés par leurs parents. Pedro Lopez et Donald Harvey ont subi des abus sexuels. Donc tous les serial killers ont eu une enfance de merde. Eh ben non, seulement les sociopathes. Et un autre cas, dont pour le coup je n'ai pas beaucoup d'exemples réels, mais qui je pense existe également, celui de l'éducation pervertie. C'est-à-dire des gamins qui ont été élevés de façon anormale. Ce qui a rendu leur comportement incompatible avec la société, sans pour autant qu'ils aient enduré des origines douloureuses. Pour l'exemple, Ed Gein était soumis à sa mère, une bigote complètement tarée qui le privait de tout contact avec les jeunes de son âge. Mais à ce qu'on sait, ça le dérangeait pas. Gein vénérait sa maman et n'avait aucune envie d'une autre existence. Dans la fiction, on aura plutôt la famille Firefly de Devil's Reject, qui ont été éduqués pour n'approuver aucune morale envers le reste du monde, mais sont aptes à ressentir de l'empathie pour certains individus. Ce sont donc des sociopathes à cause de leur environnement, oui, mais peut-on considérer qu'ils ont eu une enfance de merde? Compliqué. Et il y a évidemment le cas des psychopathes. Si on s'intéresse à Rodney Alcala, Jeffrey Dahmer, Dennis Rader, Desiree Landru, ils n'ont apparemment jamais subi de maltraitance ou d'abus quelconque. Richard D'Angelo était même carrément choyé dans une famille modèle. Ce qui impliquerait donc que, dès leur enfance, ils étaient voués à devenir des incarnations maléfiques. Et ça, c'est vrai que ça semble un peu plus rare dans la fiction. Dans les exceptions, une des principales qui me vient en tête, c'est Camino Kodomo, qui raconte l'histoire d'un enfant né maléfique et qui a pas l'intention de s'améliorer avec l'âge. Eh bien, il est comme beaucoup d'hommes. Certains commettent des crimes, d'autres n'en commettent pas. Lui, il s'est inventé une vie où les autres personnes ne sont pas des personnes. Ce sont de simples objets. Ah, si seulement. Si seulement c'était aussi simple. Si seulement il suffisait d'un regard pour repérer un gros taré au milieu d'une foule. Eh bien non, un serial killer ne se balade pas dans les rues habillé comme la marque jaune de Blake et Mortimer. Parce qu'un psychopathe est et restera toujours d'abord et avant tout un être humain. Alors oui, bien sûr, il y en a certains, c'était clairement marqué sur leur gueule que c'était des méchants. Il suffit de regarder les deux principaux interprètes d'Hannibal Lecter pour s'en assurer. D'autres fois, on aura le cas inverse, avec des sociopathes gâtés par la nature, qui peuvent s'en servir pour charmer leurs proies et les approcher. C'était le gros avantage de Ted Bundy dans la réalité, ou de Jason Bateman dans la fiction. Un psychopathe obnubilé par la perfection de son apparence, ce qui lui permet non seulement de séduire son entourage, mais également de conclure son histoire avec la certitude que, tant que vous présentez un physique satisfaisant, ce qu'il y a de pourri en vous n'a aucune importance. Mais la plupart du temps, on a juste affaire à quelqu'un de parfaitement ordinaire, qui ne ressemble ni à un beau gosse, ni à un monstre, mais juste à un type normal. Après, dans la fiction, il peut y avoir des éléments, visuels ou non, qui peuvent permettre de reconnaître un serial killer malgré tout. Par exemple, la manière de Barty Croupton Jr. de régulièrement darder la langue comme un serpent, ou le tueur de M. le Maudit et son célébrissime sifflement. D'ailleurs, anecdote véridique, après avoir vu le film et la série de M. le Maudit, la mélodie du tueur m'est à tel point restée en tête que pendant des semaines, je m'arrêtais pas de la siffler tellement elle tournait en boucle. C'est vrai qu'elle reste celle-là. C'est parce que la mélodie est simple. Et pour quel des costumes alors? Alors ça, c'est plutôt un truc de slasher, de ce qu'on appelle les boogeymen. Michael Myers, Jason Voorhees, Pinhead, Ghostface, etc. Mais dans la réalité et toutes les autres formes de fiction, pas du tout. Si d'aventure un serial killer porte un accoutrement particulier, c'est uniquement pour dissimuler son identité. Et vous n'aurez rien d'excentrique ou de remarquable. À la limite, on peut plus facilement accepter l'idée d'un psychopathe qui va modifier certains points de son apparence pour être moins reconnaissable. La seule œuvre que je connaisse ne marchant pas en cette optique étant le manga Pour le pire et sa fameuse Bozo Shinagawa qui se grimait en clown pour commettre ses meurtres. Ce qui, entre parenthèses, était une référence à John Gacy. Ouais, mais à l'exception de la dernière, qui est fictive au passage, tous les serial killers que tu as cités étaient des hommes. Excellente transition. Bon, je commence à piger le truc, et je veux bien croire que ce soit pas entièrement vrai. Que des serial killers femmes, homosexuels ou non blancs, il a pu y en avoir. Mais je suis certaine que c'est très rare. Tiens, je parie que tu seras pas capable de me citer, parmi les vrais tueurs qui ont vraiment existé, au moins 5 qui soient des femmes, des homosexuels ou des non blancs. Défi relevé.
Pour les femmes, nous avons Geisha Gottfried, Mary Baker, Eileen Wuornos, Hélène Gigado, Leonarda Cianciulli, Ludivine Chambé, Margie Velma Barfield, Miyuki Ishikawa et Nanny Doss. Pour les homosexuels, que penses-tu de Martin Ney, Dennis Nielsen, Gary Rebholz, Henry Lee Lucas, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Larry Heller et Randy Kraft? Et pour les minorités ethniques, on a eu droit à Daniel Camargo Barbosa, Francisco Garcia Escalero, Luis Galavito, Norman Afzal Simmons, Kiyoshi Okubo, Kanpatimar Shankaria, Thierry Paulin, Yang Zinhai ou Yu Yong-chul. Oh putain! Et ça m'a même pas demandé des recherches très poussées en plus. Ouais, mais je m'attendais juste à ce que tu me sortes 5 noms, avec des femmes, des homos et des minorités dedans. Pas que tu puisses en sortir autant pour chaque. Désolé. Et comme vous avez donc pu le constater, l'idée selon laquelle les serial killers sont exclusivement américains est là aussi complètement débile. Des tueurs en série, il y en a eu dans tous les pays. En France, en Argentine, au Japon, en Afrique, partout. Oui, mais ça reste aux États-Unis qu'il y en a eu le plus. C'est vrai. Maintenant, est-ce qu'il faut en conclure que les States sont un territoire dévergondé, maudit, qui permet l'apparition de tueurs sans scrupules? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt voir ça sous un autre prisme? Du genre, les États-Unis ont été les premiers à diagnostiquer le principe des serial killers et à développer des méthodes pour les traquer. Donc s'ils en ont autant, c'est peut-être parce qu'ils sont particulièrement doués pour les repérer. Sans parler du fait que, peut-on considérer que tous les pays soient transparents sur le sujet? Si on se fie à la liste de Wikipédia par exemple, on peut remarquer que la Corée du Nord n'a jamais eu le moindre tueur en série. Est-ce un pays réellement dépourvu de toute forme de violence malsaine? Ou est-ce que ce serait pas plutôt parce qu'aucune info ne filtre? Non mais t'exagères là, aucun état ne pourrait nier ce genre de données. Détrompe-toi. Pendant la guerre froide, l'URSS a refusé l'idée même que le meurtre en série puisse avoir lieu en territoire communiste. C'est d'ailleurs une des principales raisons pour laquelle Andrei Chikatilo a pu agir impunément aussi longtemps. Le meurtre est une maladie du capitalisme. C'est un mensonge, mon fils a été victime d'un meurtre. Ne te fais pas remarquer. Le meurtre n'existe pas dans ce pays, il n'y a pas de meurtre, tu comprends? Vous frôlez la trahison. Mais alors, si la réalité est aussi peu unilatérale, pourquoi on a toujours cette impression que les tueurs en série sont forcément des hommes états-uniens, blancs et hétéros? Eh ben pour le coup, c'est entièrement de la faute à la fiction. Parce que pour l'essentiel des œuvres, c'est plus simple de recourir à cet archétype ultra cliché. Et la plupart étant des films, séries, livres ou jeux se déroulant sur le territoire américain, ça en devient la nationalité du tueur. Alors on a bien eu des serial killers avec d'autres origines, mais généralement il faut chercher des réalisations non américaines. Pareil pour une minorité ethnique, vous avez peu de chances de voir un tueur noir dans une œuvre au protagoniste majoritairement blanc. Le seul que j'ai jamais vu c'était Tobias Budge dans Hannibal, et il était moins menaçant que le perso principal! Et pourquoi c'est aussi rare? Probablement par peur d'être taxé de racisme. C'est con hein, mais c'est plausible. Parce que je vous avoue que j'ai pas trouvé d'autre explication. C'est ok, et pour le cas des femmes? Alors, techniquement, des tueuses dans la fiction, il y en a. Villanelle, Esther, Anna McKay, Hayley Stark, Cassandra Hack, Zoé, Arioche ou Ayano Aishi, dont le protagoniste peut être hétéro ou homo selon votre choix. Mais c'est vrai que ça reste assez récent et plutôt rare. Et il n'est pas impossible que le sexisme facilite leur invisibilisation. Il n'est donc pas impensable que, si on a aussi peu de dames serial killers dans la fiction, ce soit parce que les idées ont toujours du mal à évoluer. Une question. Oula, je m'attends à une connerie à la limite du sexisme, mais bon, vas-y, pose-la. Et pour le cas des enfants tueurs, Fangrift vraiment ou pas? Oh, eh bien ma foi, oui. Quoi? Ben ouais, ça pour le coup, c'est pas juste réservé à la fiction. Comme Lucius l'enfant de Satan ou les jumeaux de Black Lagoon qui massacrent du gangster à l'appel, on a effectivement eu le cas de gamins qui ont très mal tourné et sont devenus des psychopathes tueurs. Mary Bell qui a étranglé 2 enfants à l'âge de 11 ans, ou James Pomeroy qui au même âge avait torturé et mutilé plusieurs jeunes garçons, le record du plus jeune tueur en série au monde étant d'ailleurs détenu par Sada Amarjit qui avait fait 3 morts alors qu'il n'avait que 8 ans. Oh putain, ça fout les jetons. Déjà qu'en tant que femme j'ai plus de risque de me faire agresser, alors là ça me rassure encore moins. Alors, je garantis pas que le chapitre suivant va te réconforter, mais ça devrait un peu aider. Bien, on va commencer par pulvériser le principal cliché, les femmes sont-elles plus souvent victimes des serial killers? Alors, oui, mais pas de beaucoup. Alors, petit trigger warning avant de continuer. Je ne suis absolument pas en train de minimiser les violences faites aux femmes d'un point de vue général, ni de prétendre qu'elles sont moins souvent agressées que les hommes, loin de là. Je dis juste que les tueurs en série, selon les statistiques, ont l'air de cibler tout autant les hommes que les femmes. Voilà, je vous aime bien, hein, mais si vous pouviez ne pas déformer ce que je dis, ce serait sympa. Sur ce, retour à la vidéo. Aux États-Unis, seulement 50,5% des proies sont des dames.
Avec les chiffres, ça nous donne 6349 femmes victimes contre 6228 bonhommes. Ah ouais, c'est sacrément serré en fait. Pourquoi on est persuadé du contraire alors? Eh ben j'ai envie de dire, là encore, probablement à cause du sexisme et de la fiction. J'ai pas trouvé de preuves, ni de témoignages permettant de confirmer ça à 100%. Donc ce n'est qu'une hypothèse de ma part. Mais je suppose qu'imaginer des femmes massacrées par un serial killer, c'est plus marquant que si les victimes étaient des hommes. Après, on a toujours des fictions où le tueur s'en prend à des hommes, bien sûr, mais ça reste plus rare. Et souvent réservé à la catégorie du tueur héroïque. Le tueur héroïque? Ouais, alors si ça te dérange pas, celui-là, j'y reviendrai plus tard. Les conclusions qu'on peut tirer des statistiques, c'est surtout qu'un tueur en série va s'attaquer à des victimes qu'il pourra dominer. J'ai cherché, mais des psychopathes qui ciblent des militaires entraînés ou des pros du combat rapproché, et j'en ai trouvé aucun. Pour ce qui est de l'âge, vous avez plus de chances de vous faire agresser entre 19 et 22 ans. Sinon, plus vous rajeunissez ou vieillissez, moins vous avez de risques. Sauf si vous avez moins d'1 an. Là, il y a eu un bond dans les stats, j'ai pas compris pourquoi. Et là encore, un tueur qui s'en prend aux enfants, c'est suffisamment choquant pour que ça s'ancre plus facilement dans la culture populaire. Et pour la couleur de peau? Eh bien, toujours selon les chiffres aux États-Unis, 65% des victimes sont d'origine caucasienne. En même temps, dans un pays où plus de 70% de la population est blanche, ça me semble assez logique que t'aies plus de risques de te faire cibler. Et je tiens à clore ce chapitre en abordant un point bien particulier. Quand on parle de tueurs en série, on réclame souvent, dans un souci d'équité morale, de ne pas oublier leurs victimes, pour qu'on se souvienne d'elles et qu'on ne mette pas leur meurtrier sur un piédestal. Ce que je comprenais, du moins jusqu'à ce que je vois cette scène. Ce qui me chagrine, c'est que vous n'avez pas nommé les victimes. Non, je tenais à respecter leur mémoire. C'est plutôt de ne pas les nommer qui est irrespectueux. Je leur ai ôté la vie, vous n'allez pas aussi leur prendre leur identité. Ah, dilemme. Du coup, c'est quoi le plus respectueux? Nommer ou ne pas nommer les victimes? Est-ce que le fait de justement mettre des noms sur les proies d'un malade ne risque pas de glorifier encore plus le serial killer? Mais surtout, est-ce que c'est vraiment ce que voudraient ces personnes? Qu'on se souvienne d'elles uniquement parce qu'elles ont été victimes d'un tueur en série? Regarde ce qu'il a fait de moi! Je suis quoi, moi, après ça? La fille qui est morte? La fille qui est recherchée, disparue, je suis quoi? Je ne suis plus rien! Pour être franc, quitte à ce qu'on se souvienne de moi, je préférerais que ce soit pour des trucs que j'ai faits et dont je suis fier. Pas pour avoir été violé, torturé, mutilé et assassiné par un psychopathe qui m'aura transformé en chimère empaillée! Et je n'aborderai pas plus le cas de la famille et de l'entourage des victimes, pour qui le simple fait d'avoir ce souvenir doit être pesant, au point que pour certains ça peut les empêcher de vivre, voire faire ressurgir un traumatisme qu'ils avaient potentiellement oublié, ce qui a apparemment été le cas avec la série Dahmer. Je vais pas prétendre apporter une solution à ce débat moral. Clairement, je suis pas le mieux placé pour trancher la question, je tenais juste à apporter ce point de vue, qui est rarement mis en avant. Et maintenant, je propose qu'on passe au gros morceau de la vidéo. Le modus operandi, qu'on traduit généralement par mode opératoire, a une signification toute simple. Ça désigne la façon dont procède un tueur en série pour approcher et tuer ses proies. Oh, ça va être rapide. Le tueur enlève la victime, il la viole, il la torture, il la tue et c'est bon, pas la peine de s'attarder sur ce genre d'horreur. Ben justement, c'est rarement aussi simple. Déjà, il faut savoir que des méthodes d'approche, il y en a plusieurs. On a le cas où le tueur va se contenter d'agresser sa victime sur place, en profitant d'un lieu relativement à l'abri des regards. Après, je dois l'avouer, j'ai aucun chiffre pour différencier ceux qui vont commettre leurs exactions sur place, et ceux qui, au contraire, vont enlever leur proie pour l'emmener ailleurs. Ouais, enfin ça reste une agression, quoi. Pour le premier contact, pas toujours. Il est même déjà arrivé que des victimes suivent volontairement leur bourreau. Quoi? Mais pourquoi elle ferait ça? Par confiance, ou parce que le serial killer n'a pas l'air menaçant. Ted Bundy feignait souvent un handicap pour convaincre ses proies de l'accompagner. Galavito ciblait des enfants sans abri et se déguisait en prêtre pour les persuader de le suivre. John Gacy proposait des petits boulots à des jeunes hommes de son quartier. C'est même impressionnant les trésors d'ingéniosité que peuvent déployer certains pour avoir l'air inoffensifs. Je me pose une question. Est-ce que les psychopathes choisissent leurs victimes de façon réfléchie? Alors ta question est à double tranchant. Est-ce que les serial killers sélectionnent leur type de proie de manière consciente? Je pense que ça dépend, mais on ne saura probablement jamais. Certains avaient un profil spécifique de cible, comme Marcel Barbeau qui s'en prenait exclusivement à des brunes. Et d'autres avaient des choix beaucoup plus ouverts, comme Henry Howard Holmes, qui pouvait s'attaquer à tous ceux qui séjournaient dans son hôtel. Maintenant, est-ce que les tueurs en série décident de passer à l'action de façon consciente? Ça dépend. Certains vont se mettre à surveiller leur proie et adresser la meilleure stratégie pour l'atteindre sans risque, tandis que d'autres vont réagir au quart de tour. Poursuivons avec l'aspect principal d'un crime en série, le meurtre. Ouais, c'est con, mais si les victimes restent en vie, on peut pas vraiment appeler ça des meurtres. Et donc, Naël, tu pensais que les tueurs s'en prenaient exclusivement à leurs victimes avec un couteau. Tu viens de dire que c'est totalement inventé et qu'on a été pollué par la fiction?
Pas complètement, mais c'est assez proche de la vérité. Je sais pas si je me sens déçu ou rassuré en fait. Pour faire simple, de toutes les méthodes de mise à mort utilisées, et croyez-moi, il y en a beaucoup, eh bien la plus en vogue, c'est l'arme à feu. Elle est talonnée par la strangulation, tandis que le couteau demeure en 3e position. Viennent ensuite le poison, le passage à tabac, l'étouffement, la hache, la noyade, la bombe et l'immolation. Mais c'est vrai que très souvent, la fiction et notamment les slashers nous a appris à craindre les tueurs qui nous traquent avec de longues lames bien acérées. Parce que déjà que les boogeyman sont hardcore à tuer, si en plus ils attaquent à distance. Imaginez la scène. Michael Myers vient pour vous faire la peau. Sauf qu'au lieu d'une machette, il a une putain de Gatling. Ah bah là, le film il se termine avant même de commencer. Et pourtant, c'est impressionnant à quel point les slashers sont devenus une ode à la diversité du meurtre. Le plus souvent avec des lames, certes, tout en demeurant créatifs pour écharper leur proie. Je vous assure qu'à ce niveau, la série de Scream Queens devient un petit bijou d'inventivité. Mais bon, ça c'était un crochet sur les slashers, revenons sur les tueurs en série. Là encore, on reste globalement sur les adeptes d'armes faisant gicler un maximum d'hémoglobine, même si on aura quelques rares cas avec des méthodes un peu plus singulières. Par exemple dans la version sérielle de M le Maudit, dont les meurtres sont commis à l'aide de chocolat empoisonné. Et il me semble que c'est également la technique d'élimination de Johann Liebert dans le manga Monster, du moins dans son enfance. Et on avait l'épisode pilote de Killer Instinct où le tueur se servait de migale pour assassiner ses proies. Bon, alors, si certains d'entre vous ont l'estomac sensible, déjà bravo pour être arrivé aussi loin sans gerber. Par contre, là je vous conseille de dégager, parce que même si je vais rester soft dans les descriptions, on va parler de trucs assez crades. Viol, torture et tout le reste, c'est ça? Alors, le viol est une caractéristique assez commune dans les meurtres en série, et même récurrente, mais pas constante. Selon l'étude de Radford, à peine plus de 30% des crimes en série comportaient du viol. Et pour la fiction, bah c'est un peu pareil en fait. Sur toutes les œuvres que j'ai analysées pour cet épisode, en fin de compte, assez peu contenaient des agressions sexuelles. Et si le tueur en série est le protagoniste, vous pouvez être sûr que le viol fera encore moins partie de ses habitudes. Vous allez me violer et me tuer? Mais quel obsédé, ma parole, mais pas de viol ici, pas avec moi. Vous tuez, ça, c'est une autre histoire. À la limite, la fiction va beaucoup plus se focaliser sur d'autres actes monstrueux, comme la torture, le cannibalisme ou ce genre de choses. Et encore, on a rarement affaire à la nécrophilie. Sauf que dans la réalité, tous ces actes autour du meurtre, si on se fie aux chiffres, bah eux aussi sont extrêmement rares. Le prélèvement de trophées, ça en fait partie? Ah, je crois que tu en as entendu parler, les meurtres d'Horabilia, c'est ça? Pas du tout. Les meurtres d'Horabilia sont des objets qui ont appartenu à des tueurs en série. Ça n'a rien à voir avec les trophées. Les trophées, ce sont des choses qui ont appartenu aux victimes. Par exemple, David Parker Ray conservait leurs bijoux et leurs vêtements. Charles Albright énucléait les yeux de ses proies pour sa collection personnelle. Je vous avais prévenu que ça allait être crade. Et donc, pour conclure cette partie, le modus operandi, c'est globalement ça. Une manière de procéder qui change rarement. Mais ça peut être modifié. Ah mais bien sûr! Le tueur peut décider d'agir autrement, soit parce qu'il estime que ça convient mieux à ses fantasmes, soit parce qu'il a trouvé une méthode plus efficace. Par exemple, Peter Courton est passé par la noyade, la strangulation, le couteau et le marteau. Dans genre pas stable, mais il peut aussi y avoir une toute autre raison, qui peut être de vouloir brouiller les pistes. Dans la série Monk, un tueur va s'en prendre à plusieurs personnes, mais en s'occupant de chacune d'elles avec une mise à mort différente, pour éviter que la police ne se rende compte des liens unissant ces personnes. Ok, c'est bon là, on a fini avec la partie crade? Presque. En vrai, la dernière partie du modus operandi, en dehors du nettoyage de la scène de crime, point qui varie déjà beaucoup d'un tueur à l'autre, elle concerne... Bah ouais, une fois que le tueur en a fini avec sa proie, faut savoir quoi faire des restes. Pour faire simple, je range personnellement les serial killers dans 3 catégories distinctes. Les discrets, c'est-à-dire ceux qui vont s'arranger pour qu'on ne remonte jamais jusqu'à eux, soit en faisant disparaître les corps d'une manière ou d'une autre, et oui, manger ses victimes fait partie des méthodes de dissimulation, soit en maquillant les crimes en suicide, ou en cause naturelle. Dans la réalité, Leonardo Cianciulli transformait les corps en savon et en pâtisserie. Ou comment lier l'utile à l'agréable. Non, arrête là, c'est vraiment dégueulasse. Désolé. Ou alors, nous avons les démonstratifs. Ceux qui ont tellement confiance en leur intouchabilité, ou qui désirent faire connaître leur œuvre, qu'ils vont mettre en scène leurs crimes, afin qu'un maximum de gens puissent être témoins de ce qu'ils ont fait. Comme le faisait le tueur au Zodiac, qui jouait avec la police en leur envoyant des énigmes à résoudre. Et enfin, la dernière catégorie, celle des je m'en foutistes, qui vont juste se contenter d'abandonner les cadavres dans un coin sans vraiment y faire plus attention que ça. En gros, on les retrouve, tant pis, on les retrouve pas, tant mieux. C'était une habitude de Ed Kemper. Dis-moi,
Est-ce qu'on peut lier la manière dont ils se débarrassent des corps ou dont ils jouent avec les autorités pour calculer leur intellect supérieur? Ah, alors là, on va certainement décevoir beaucoup de monde. Les serial killers sont-ils tous des génies? Eh bien, c'est vrai que c'est une idée très répandue. En tout cas, c'est régulièrement le cas dans la fiction. Ok, donc là encore, on se fait pigeonner par la culture pop. Tout juste. Dans la réalité, les génies, ils sont très rares. Déjà, petit point à savoir, le quotient intellectuel est une méthode pour calculer l'intelligence logique et mathématique. D'ordinaire, on considère que le QI moyen, celui dont disposent la plupart des gens, est autour de 100 points. Vous êtes estimé surdoué à partir de 130 et mentalement déficient à 70. Sauf que le score médian des tueurs en série est de 92. Alors oui, bien sûr, on a eu quelques prodiges parmi les monstres, comme Charnel Gallego, Ed Kemper ou Jeffrey Dahmer. Sauf qu'il y en a aussi eu beaucoup qui étaient très loin de ce score. Henry Lee Lucas, Gary Ridgway ou Aileen Wuornos étaient pas des têtes. Le pire de tous, c'était Otis Toole et ses 75 de QI. Ça l'a pas empêché de buter une centaine de personnes. Mais si les tueurs sont pas aussi malins, comment ça se fait qu'ils échappent aux autorités? Les flics sont nuls à ce point? Non, c'est parce que les tueurs n'ont aucune raison d'agir. Y'a que les profilers qui pigent leur manière de fonctionner. Ah, tu débunkes les clichés toi aussi? Comment ça? Tu l'as dit toi-même, si les tueurs en série n'ont pas de mobile pour agir, ils sont imprévisibles. Or, les profilers parviennent à les comprendre et à anticiper leurs actions, donc à saisir leur motivation. Ah bah oui, merde, j'avais pas réalisé. Donc oui, les mobiles, il y en a. Il y en a même un sacré paquet. Mais comme il a fallu un bon moment avant de déchiffrer la plupart d'entre eux, on a longtemps considéré que ces criminels procédaient sans aucune raison. Ce qui a amené certains à la conclusion simpliste que le psychopathe est simplement un gros taré. C'est plus rassurant pour vous de me classer parmi les fous. Ouais, je suis rassuré, y a pas de doute. Mais en vrai, c'est pas le cas. Le pourcentage des meurtres causés par des psychotiques, aux États-Unis et au niveau international, concerne 0,5% des dossiers. Vous avez littéralement plus de chances d'être buté par votre conjoint qui refuse de faire un gosse que par un psychotique. Et en réalité, un mobile peut même être aussi simple que « j'ai la possibilité de le faire, alors je vais le faire ». Mais pourquoi quelqu'un ferait une chose aussi atroce que ça? Parce que ça n'a jamais été fait auparavant. Parce qu'ils peuvent le faire. Mais pour ce qui est des motifs les plus récurrents, on a notamment... Ici, on peut retrouver toutes les justifications, qu'elles soient religieuses, racistes ou plus profondes encore. La vengeance fait également partie de ce type de mobile. L'héroïne de I Spit on Your Grave a été torturée, humiliée et violée par un groupe d'hommes, alors elle reviendra faire justice. Vient ensuite, on en parlait tout à l'heure, le fameux serial killer héroïque, ce que l'étude de Radford appellera plus volontiers des vigilantes. En gros, des psychopathes qui poursuivront les proies qu'elles ont jugées coupables de crimes et qu'ils vont donc punir pour cette raison. C'est le cas notamment de Dexter, expert médico-légal de la police de Miami, qui traque tous ceux qui échappent à la justice, de Hayley Stark dans Hard Candy, qui chasse les pédophiles pour les forcer à se suicider, ou Cassandra Act de Hack/Slash, qui tue les tueurs en série. Bizarre, j'aurais supposé qu'un mobile pareil n'existait pas dans la réalité. Eh ben si, même si c'est extrêmement rare. J'avoue que je n'ai trouvé qu'un seul cas dans mes recherches, celui de Pedro Rodrigues Filho, un tueur en série brésilien qui avait la particularité de ne s'en prendre qu'à d'autres criminels. Et une fois emprisonné, pendant ses 34 ans de réclusion, il a exécuté 47 de ses codétenus. Bah évidemment, vous l'enfermez avec son type de proie favorite, bien sûr qu'il va en profiter. Cependant, dans la fiction, le mobile de la vengeance et celui du vigilante peuvent se confondre. Le Punisher a vu sa famille se faire massacrer, il revient se venger en traquant les mafieux. Sweeney Todd cherche d'abord et avant tout à faire expier le juge qui lui a enlevé sa femme et sa fille avant de l'envoyer en tôle. Arya Stark a rédigé une liste de personnes qui lui ont fait du mal et va donc leur rendre la monnaie de leurs pièces, etc. etc. Et surtout ces deux mobiles, Vengeance et Vigilante, ont de fortes chances d'être ceux du tueur s'il est le protagoniste de l'histoire, afin de faciliter une certaine empathie entre le spectateur et le personnage. Mobile à ne pas confondre avec la fameuse pâtisserie. La blague de merde, j'ai envie d'en bouffer maintenant. Henry Howard Holmes, Dorothea Puente, Blanche Taylor Moore ou encore la famille Bender, non pas celui-là, leurs meurtres ont été commis dans l'optique de dépouiller leurs victimes, de récupérer les assurances vie et donc de se faire des couilles en or. Pour la fiction, ce sera le principal leitmotiv de Serial Killer Life, dont le but est de gagner de l'argent en tuant les clients de votre hôtel.
ou encore de Lord Barkis Bittern, des noces funèbres, dont le modus operandi est d'épouser de jeunes filles riches et de s'enfuir avec leur dot après avoir assassiné les donzelles. Mais c'est vrai que c'est rarement le mobile le plus mis en avant dans la fiction. Au contraire, on aurait même tendance à penser que c'est une raison assez mineure de passer à l'acte. Quand on parle de plaisir dans les crimes en série, ça inclut tout un tas de données. Le viol, bien sûr, mais également une jouissance non sexuelle, puisqu'on peut y trouver le fait d'avoir l'ascendant sur ses victimes. Par exemple, Hélène Chikado a empoisonné tous ceux qui lui faisaient assez confiance pour la laisser s'occuper de la cuisine, probablement pour le simple plaisir de tuer. Il existe d'autres sous-variantes de ce genre de meurtrier, tels que les anges de la mort qui opèrent dans le milieu médical, comme Jem Topan ou Harold Chipman. Dans la fiction, c'est assez rare. Je citerai donc surtout Alice Matheson, qui prend plaisir à voir la vie quitter les yeux de ses victimes en phase terminale. Mais c'est également dans cette sous-catégorie que je rangerai le désir de gloire, ce qui correspond pas des masses au souhait d'attention, représenté dans les stats par le syndrome de Munchausen par procuration. Rien à voir donc avec un type qui veut jouer les plus malins avec les flics en leur envoyant des lettres et des énigmes. Parce que nous avons toujours cette fameuse image du tueur qui va dialoguer avec les policiers ou les médias, dans le but de faire sa pub pour attirer l'attention sur lui. Je suppose que c'est le genre de mec qui abandonne ses victimes de manière démonstrative? C'est possible. Il est également probable que ce genre de psychopathe soit du genre à choisir eux-mêmes leur surnom. Comme ce fut le cas pour Jack l'Éventreur, Dennis Rader qui s'est lui-même appelé BTK pour Bind Torture Kill, ou encore le tueur au Zodiac. A l'inverse, dans la fiction, les titres de Boucher de Bay Harbor et d'Éventreur de Chesapeake n'ont jamais été choisis par Dexter Morgan ou Hannibal Lecter. J'aime pas ce nom, décidément. J'ai remarqué un truc. À part ceux qui n'ont jamais été identifiés, t'as toujours cité les tueurs en série par leur vrai nom. C'est exact. Je considère que leur sobriquet est une manière de les glorifier, ou de les faire plus monstrueux qu'ils ne le sont réellement. C'est pour ça que je tiens à ne jamais user de leur pseudonyme quand je peux l'éviter. Mais est-ce que ce serait pas une bonne idée de leur donner un diminutif aussi ridicule que possible? Je sais pas, ça pourrait leur couper l'envie de recommencer. Pour certains, peut-être. Mais il est tout aussi probable que pour d'autres, ça ne réussisse qu'à les mettre en colère, et donc à les rendre encore plus dangereux, comme c'est le cas pour l'antagoniste de Dragon Rouge, qui est désigné par la presse comme la fée des dents, ou la petite souris selon les versions, ce qui a tendance à vraiment pas lui plaire. Et surtout, il faut garder en tête un point. Il semble que l'appétence des Londoniens pour l'horreur ne connaisse pas de limite. Notre golem a au moins raison sur ce point. Ça m'a toujours surpris, cette fascination qu'ont les gens pour le macabre. Voyez, on a tous des squelettes qui s'entrechoquent dans nos placards, c'est sûr, des secrets qu'on n'oserait jamais avouer à personne. Donc, on se retrouve avec un débordement de discours bien pensants et de réprobation publique, et dans le même temps, tout le monde ne parle que de ça. Ils en parlent toute la journée. Ils ne font que consommer, s'adonner à leur petit plaisir, mais de loin. Ce n'est pas la raison mal à ça, mais pendant ce temps-là, on me laisse moisir ici, tandis que d'autres font fortune à mes dépens. Tant que le public sera friand de ce genre de spectacle, nous ne serons jamais à l'abri du premier narcissique venu qui voudra se faire un nom avec le sang des innocents. Et quand on voit le succès phénoménal du mouvement de True Crime, qui raconte de vraies histoires sordides, bah ça se confirme qu'on n'en sortira pas de sitôt. Y a qu'à voir le succès de la série Dahmer pour s'en assurer. Ouais bon ok, est-ce qu'on peut maintenant passer à la partie où ils se font arrêter par les gentils, s'il te plaît? Alors, considérer que le profilage est la seule méthode efficace est faux. On a déjà arrêté des meurtriers, y compris des serial killers, avec d'autres procédés. Parce que la criminologie, elle date pas d'hier. Pour résumer, les techniques d'enquête, il y en a plusieurs, dont la plus ancienne est l'analyse des indices, développée par Scotland Yard au 19e siècle. En gros, on trouve un truc sur la scène de crime qui peut nous donner une idée sur le bonhomme qu'on recherche. C'est ce qu'on appelle la criminalistique. Et toutes les méthodes classiques d'enquête ont leurs avantages. Analyse des crimes, interrogatoire des suspects, autopsie des corps, et faut pas croire, c'est efficace. Mais le profilage criminel, c'est quoi exactement? Eh bien, on établit un profil psychologique après un crime, ce qui permet d'anticiper les prochains meurtres ou attentats. Alors oui, le profiling ne deviendra efficace et officiel que durant les années 1960, période à laquelle le FBI, et notamment l'agent John Douglas, avec l'aide de ses collègues Robert Tressler et Ann Burgess, a rencontré divers criminels en série pour les interroger. Et c'est grâce à ces travaux qu'on a pu avoir le profilage criminel, qui consiste en l'étude des données et des statistiques bien établies pour les comparer aux crimes en cours. Et si je vous mets des extraits de Mindhunter depuis tout à l'heure, c'est pas pour rien. C'est parce que cette série a représenté la manière dont le profilage criminel moderne a été créé. Malheureusement, la fiction a parfois un peu trop romancé ce métier. Croire que les profilers sont des génies télépathes capables de se brancher à l'esprit du tueur rien qu'en se trouvant sur la scène de crime, c'est complètement faux.
Au contraire, ils passent le plus clair de leur temps dans les bureaux à éplucher des statistiques. Pareil, allez pas imaginer que les profilers, on les sort du placard uniquement pour choper des tueurs en série. C'est une méthode d'enquête qui peut profiter à tout type de crime ou de délit. Oui, les profilers peuvent très bien être appelés pour mettre la main sur de simples délinquants. Le tout premier à profiler un criminel, James A. Brussel, a permis de démasquer George Metesky, un poseur de bombes, pas un tueur en série. Et du coup, est-ce que c'est aussi efficace qu'on le prétend? Oui et non. Le travail de Douglas a énormément aidé pour certains crimes en série, je ne le nie pas. Mais soyons francs, ça reste de l'analyse statistique. Alors des fois ça marche très bien, et d'autres, ça se foire lamentablement. Soit parce qu'on n'avait pas assez de chiffres pour l'étude, soit parce qu'on a mal interprété un indice, ou parce qu'on s'est laissé abuser par des stéréotypes. Ça arrive aussi. Ce qui du coup peut donner beaucoup de grains à moudre aux détracteurs du profilage. Laissez-moi deviner. L'assassin a probablement entre 30 et 40 ans. Il s'agit d'un individu de race blanche. Il ne travaille pas, il a certainement une expérience dans le domaine militaire et il déteste profondément sa mère. Ouais? Comment vous savez? Ces rapports-là disent toujours la même chose, c'est du papier gaspillé pour rien. En bref, oui. Les profilers sont très précieux pour anticiper le modus operandi, mais ils ne sont pas plus des devins que les serial killers ne sont des créatures fantasmagoriques. C'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Alors que pouvons-nous conclure? Eh bien que les tueurs en série ne sont en aucun cas des monstres de légende. Pas souvent des génies, et encore plus rarement intouchables. Ce qui est sûr, c'est que le psychopathe est et restera pour toujours une figure du démon absolu, l'espèce d'incarnation du mal dont la fiction n'a pas beaucoup de scrupules à abuser, histoire de mieux désigner son antagoniste. Sans deck, un ennemi qui n'a aucune compassion et qui prend plaisir à commettre les pires atrocités, juste pour le fun d'être un salopard, c'est du pain béni, un adversaire tout indiqué. En gros, le serial killer, c'est l'équivalent moderne du nazi. Ah, d'ailleurs, je m'en suis rendu compte un peu plus tard, mais il est vrai que la fiction a tendance à n'utiliser le tueur en série que dans un contexte moderne, ou du moins resté dans le XXe siècle. On en voit très rarement dans d'autres époques. Après, peut-être qu'il y a des fantaisies médiévales où ils sont représentés, comme Game of Thrones, mais en dehors de ça, j'avoue que j'en connais pas. Maintenant, suite à cette longue analyse sur les serial killers, deux pensées me sont venues en tête. Déjà, si l'absence d'empathie est à ce point une caractéristique commune des psychopathes, et si on travaillait sur un moyen de ramener l'empathie au premier plan? Imaginez qu'on puisse infliger aux sociopathes la capacité à ressentir la souffrance de leurs victimes. Dans la fiction, c'est arrivé avec Charmed, où un démon ayant reçu la malédiction de la compassion ne pouvait plus faire de mal à personne. Ou avec le Ghost Rider, dont le fameux regard de pénitence a pour objectif de vous faire éprouver toute la culpabilité et les remords de vos actes les plus nuisibles. Il est même déjà advenu que l'on use de méthodes relativement plus réalistes, on va dire, avec notamment Fool's Paradise ou Orange Mécanique, dont le but est de traumatiser le criminel sur tout rapport à la violence, afin qu'il ne soit plus du tout capable de faire du mal à autrui, même si c'est pour se défendre. Ce qui là va poser un autre problème. Et ma deuxième réflexion, c'est... imaginez qu'il existe un endroit comme Westworld, un lieu réel où les différents PNJ sont en réalité des androïdes uniquement présents pour jouer un rôle, et à qui vous pouvez faire ce que bon vous chante, y compris les plus atroces maltraitances, sans avoir à rendre le moindre compte à qui que ce soit, pas même à la justice. Combien d'entre nous seraient prêts à y aller et à devenir l'ordure qui laisse échapper ses pulsions malsaines? Posons-nous la question, sincèrement, si nous n'agissons pas de manière malveillante au quotidien, est-ce que c'est vraiment par refus de faire du mal aux autres, ou seulement par crainte des conséquences? Ouais, je vous cache pas qu'après avoir vu ce genre de réflexion, j'ai commencé à regarder mon entourage d'un drôle d'œil. Bon! Je pense que j'en ai enfin terminé avec cette étude sur les tueurs en série. J'espère que tout ce qu'on a vu vous a plu et vous a peut-être appris des choses. Et sur ce, je vous invite à me retrouver pour un prochain épisode. Je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis.